gouvernement MMM-PSM rend les élections générales obligatoires tous les 5 ans. 1992, lorsque nous abandonnons le statut de monarchie constitutionnelle pour devenir une république souveraine. Et 2001, lorsque Maurice accorde l'autonomie à Rodrigue. Au total, depuis 1968, il y a eu une vingtaine d'amendements techniques et politiques. Ce que nous abordons aujourd'hui est un chantier d'une toute autre ampleur. Je salue donc l'initiative du Premier ministre de vouloir moderniser notre Constitution avec la Constitutional Review Commission. Bill, elle respecte une promesse électorale de l'Alliance du changement de consolider notre démocratie et nos institutions démocratiques. Ce n'est pas encore la réforme, ça viendra, c'est l'étape qui permet de dire voilà ce qui doit changer, pourquoi et comment. Ce que le projet de loi propose ne concerne pas le gouvernement en place, ne concerne pas seulement le gouvernement en place, il coule dans le bronze les principes fondamentaux qui vont guider le futur gouvernement aussi dans leur action. Ce n'est pas une initiative partisane, mais place la gouvernance du pays dans les girons du respect des uns et des autres. Madame la Présidente, nous saisissons aujourd'hui une belle opportunité. Les dernières élections ont donné à cette législature la majorité nécessaire pour apporter des changements fondamentaux dans la façon dont nous voulons conduire notre vie politique, économique, sociale et culturelle. Ce gouvernement fonce dans le même sens. Le projet de loi présenté par le Premier ministre définit clairement les champs d'intérêt pour les futurs amendements. Les orateurs avant moi m'ont précédé, qui m'ont précédé ont déjà parlé beaucoup. Je ne vais donc pas parler de la consécration du principe de la liberté d'expression avec un Freedom of Information Bill à la clé, ce qui est une avancée démocratique majeure. Il ne s'agit pas d'un cadeau à ce métier d'informer, mais simplement de créer les conditions dans lesquelles les journalistes et les gens qui travaillent avec l'information peuvent exercer leur métier, y compris avoir l'accès à l'information. Je ne veux pas parler de la création d'une commission qui serait chargée de nommer des dirigeants à des fonctions stratégiques. Une telle instance, si elle fonctionne bien, assurerait la nomination des personnes crédibles, qualifiées, compétentes, propres à des postes de responsabilité. Je ne veux pas parler du droit de rappel des élus, la disqualification en cas d'abus de confiance. Madame la Présidente, je ne veux pas parler de l'idée de mettre fin au transfusisme au sein de notre Parlement, ce phénomène détestable qui a fait fi de la volonté des électeurs à maintes reprises. Je ne vais pas parler d'un éventuel mode d'élection du président par un collège électoral qui garantira que ce premier personnage de l'État n'est pas assouvi à aucun parti politique, ce qui va évidemment dans le bon sens. Je ne vais pas parler non plus de la possibilité d'ouvrir la voie à des recours collectifs devant la justice, ce qui est une excellente chose. Ce dont je vais parler ici, c'est pourquoi tout d'un coup, la révision de la Constitution est devenue importante et pressante. Ils sont nombreux, nos compatriotes, qui accueillent cette initiative avec un certain scepticisme. Cette réserve a une cause, la lassitude. On a eu des commissions dans le passé, des consultations et des rapports qui dorment dans les tiroirs. Et dans la vie quotidienne, les gens attendent encore de soulagement sur le coût de la vie, l'accès à la justice, l'accès au logement. Il faut respecter cette lassitude qui est légitime. Madame la Présidente, cette lassitude, ce n'est pas seulement ce sentiment que ça ne marche pas. C'est aussi l'idée que de rien ne peut marcher, que tout le système est pourri, que seul le langage possible est la dénonciation permanente. Nous devons des réponses à ces inquiétudes en disant
que l'ancrage de notre pays dans un modèle démocratique est une exigence. Il faut faire comprendre à nos concitoyens que nos libertés, nos droits de vote, notre liberté d'expression, notre droit à la justice, l'égalité des chances, tous garantis par la Constitution, par une Constitution renforcée, sont tout aussi importants que le droit à l'alimentation, à l'éducation, au logement, au travail, à la sécurité, à la protection. Madame la Présidente, la frustration fait les lits aux dérives autoritaires. Une Constitution renforcée, après l'exercice qui commence aujourd'hui, qui a commencé l'autre jour, une Constitution renforcée y fera barrage. Aux élections générales de 2024, nos compatriotes ont dit non aux violations diverses de nos libertés par l'ancien régime. Durant la période 2014 à 2024, ils en ont pris plein la poire. Élections renvoyées, journalistes arrêtés pour la moindre critique, télévision nationale devenue His Master's Voice, réseaux sociaux sous surveillance. Pour faire taire ses opposants, l'ancien régime a même eu recours au drug planting accusant des innocents de trafic. Les tontons Macoute et les barons de la drogue faisaient la loi. Le cahier des charges de la commission qui proposera la modernisation de notre Constitution abordera heureusement l'idée d'instituer une division spéciale au cours de la Cour suprême pour traiter les violations des droits de l'homme. L'idée étant de mettre un frein définitif aux abus. Madame la Présidente, il faut prendre les dérives autoritaires au sérieux. Les tendances sont bien marquées, non seulement on l'a vu avec l'ancien régime, les tendances sont bien marquées dans le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Selon l'Institut Vie-Démocratie de l'Université de Göteborg, la régression globale de la démocratie est évidente. 74% de la population mondiale, soit 6 milliards de personnes vivent désormais sous un régime autocratique. Madame la Présidente, puisque le projet de loi présenté par le Premier ministre que nous discutons maintenant donne une marge de manœuvre à la Commission de faire d'autres propositions d'amendements pour moderniser, renforcer la Constitution, je souhaite ici en faire deux. Le premier est politique. Il faut faire barrage au populisme. Les phénomènes gagnent la planète entière et il y a des populistes comme Donald Trump qui est arrivé au pouvoir avec des conséquences que nous connaissons. En France, les rassemblements nationaux se trouvent à la porte de l'Élysée. Au Royaume-Uni, le Reform Party des Farage vient de faire des ravages aux récentes élections régionales. En Allemagne, l'AfD gagne dangereusement du terrain. Chez nous aussi, les populistes sont à l'œuvre. Le populisme attaque les piliers de la démocratie. Il remplace l'argument par l'invective, il remplace la procédure par l'urgence, il remplace la responsabilité par le coup de gueule. Le risque, c'est de sortir du jeu démocratique pour entrer dans une logique de confrontation permanente. Et une société qui ne peut pas réviser ses règles en commun est une société qui se fige, qui se fracture. La Constitution, la nouvelle Constitution sur laquelle nous allons travailler maintenant, devrait faire barrage à ceux qui promettent monts et merveilles. Le populisme donne des faux espoirs en faisant des promesses qui ne sont pas réalisables et se nourrit de la haine et de la négativité. Le populisme chez nous, Madame la Présidente, c'est le mauvais procès d'intention de la part de l'une qui voit un docteur Ramgoolam président à vie. Le populisme, c'est d'entendre un autre promettre de revenir en arrière avec la réforme du système de pension universel à l'encontre de tout bon sens. Le populisme, c'est distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Le populisme, c'est de voter une loi hier et de ne pas l'assumer aujourd'hui sur fond de rancœur. Le populisme, c'est il n'y a qu'à.
Madame la Présidente, ce n'est pas de la bonne guerre, c'est quand le populisme est destructeur. Je suis effaré de constater une réaction populaire tout récemment, de constater la négativité qui prévaut dans le pays. Il y a 2 semaines, la Central Water Authority a annoncé un plan d'amélioration de distribution d'eau à hauteur de 2,9 milliards de roupies. Quelle bonne nouvelle! D'autant plus que les travaux auront lieu dans ma circonscription. Je suis encore effaré de noter la négativité autour de cette initiative qui entend résoudre les problèmes d'eau que nous connaissons dans le Nord, et c'est grave. Il y a même une personne qui assume des responsabilités, qui a osé dire « est-ce qu'il robinet pour un or ?» Ma deuxième proposition, Madame la Présidente, concerne l'économie. Dans un passé très récent, le Premier ministre en a parlé la semaine passée, nous avons vu les excès en matière de dépenses publiques. En matière de dépenses publiques, et nous sommes là vraiment endettés jusqu'au cou. C'est criminel d'emmener le pays jusque-là. C'est criminel dans la mesure où une telle extravagance met en péril non seulement la population du jour, mais compromet aussi les générations futures. Nous savons comment la dette publique est passée de 58% du PIB en 2014 pour atteindre le taux faramineux de 90% en 2024, 89%. C'est du danger public. Je plaide, Madame la Présidente, pour une clause constitutionnelle frein à l'endettement pour fixer un taux maximal de 60%, ce qui nous obligera à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Madame la Présidente, réformer, moderniser la Constitution, c'est un acte de responsabilité, comme dit le Premier ministre. Merci. Je vous remercie surtout d'avoir respecté le temps. Honorable Duval. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, constitutional reform is far too important to become another endless consultation exercise, another report gathering dust in a drawer, or merely another public relation exercise. There's a famous saying, Madam Speaker, if you want to bury an issue, appoint a commission. Another says, nothing is more permanent than a temporary commission. Madam Speaker, that is precisely why there is today a legitimate concern that many have that this, unfortunately, may be the case. Why is that, Madam Speaker? Because this government was elected with an overwhelming majority, with a historic mandate, a clear and unequivocal promises being made on constitutional reform. The government program itself, Madam Speaker, promised constitutional reform within 6 months of the elections. Yet, 1.5 years later, we are still here discussing the modalities of a commission. Madam Speaker, the issue is therefore not whether constitutional reform is necessary. That is, we know it. Nor is it whether some constitutional reform genuinely require deep consultation, expert constitutional reflection, and broad national participation. They absolutely do, Madam Speaker. The Constitution is sacred. It is the backbone of our republic. In many respects, it is as fundamental to a nation as a birth certificate is to an individual. And, Madam Speaker, credit must be given where credit is due. Constitutional reform should never be bought behind the back of the electorate through disguise or without democratic legitimacy and broad national consensus. When dealing with difficult and complex constitutional questions, the most democratic approach is often to appoint a Constitutional Review Commission, to hold public hearings, to engage in broad
consultations and to have meaningful participation at a national level. We are not the first country, however, to choose this path to constitutional reform. And, Madam Speaker, the issue here, the real issue, is will this commission become a genuine mechanism for constitutional reform or merely a mechanism for constitutional delay? And that is a valid question. Because without strict deadline, without a staged implementation roadmap, without mandatory interim reporting, given the broad status that has been given, the broad Section 4, and without clear implementation objectives, then there's a risk, Madam Speaker, that the process simply drifts indefinitely. And that is not theoretical. Mauritius has seen, Madam Speaker, its fair share of commissions, reports, consultations, and reform exercises, which ultimately produce little to no concrete implementation. I think here, in particular, of the countless recommendations made by the Truth and Justice Commission, which for many years now have largely remained in the drawer without any meaningful implementation. This is precisely why, Madam Speaker, timelines, interim reporting, and clear reform objectives are absolutely essential. The terms of reference under Section 4 are extraordinarily broad, Madam Speaker, and no country embarking on serious constitutional reform have left such a process so entirely open-ended. In fact, when we examine the comparable constitutional reform processes across the Commonwealth, virtually all of these countries had imposed strict timelines upon their own respective constitutional review commissions. For example, Madam Speaker, Australia, it embarked on a complete constitutional review and had set 2.5 years, 2.5 years as a deadline. Barbados, 6 months for its parliamentary reform and 15 months for its constitutional reform. Tanzania, the Gambia, 18 months for deep constitutional reforms. Kenya, 12 months, Madam Speaker. Mauritius should not become the exception. And this is why, Madam Speaker, I humbly suggest 3 things. First, that there is an interim report dealing with the less complex reforms within the next 3 to 6 months. Then, after that, periodic interim report if necessary, and finally, and that is the most important, a final report within a maximum of 18 months as from the inception of the Commission, so as to allow government, Madam Speaker, to finalize draft constitutional amendments by the end of next year and bring constitutional amendments to Parliament by at latest, mid-2028. Otherwise, there is a risk that this entire process ultimately produces nothing more than a PR exercise. Once the Commission has completed its work, Madam Speaker, in my opinion, it no longer has a raison d'être. It should become functus officio, stand dissolved thereafter. Otherwise, this Commission would risk becoming yet again another permanent institution with no clear point, no clear endpoint, no meaningful implementation outcome, a money pit for endless wastage of public funds. Madam Speaker, in my view, there are 2 different categories of reform to be brought in Section 4 when we look at the objects of Section 4. Some reforms genuinely require deep constitutional reflection, expert consultation, and broad national consensus. Others are already mature, already been studied, and capable of implementation immediately in the very short term. And that is why I believe, Madam Speaker, that this bill is making a fundamental mistake, because Section 4, as it stands, throws everything together in one enormous constitutional basket, which risks paralyzing reforms which could and should be implemented rapidly.
The longer-term reforms, Madam Speaker. These reforms include, for example, the electoral system, reform of our electoral system, to introduce proportional representation, more equitable delimitation of constituencies, the right to recall, anti-defection provision, political financing, strengthening of safeguards of the electoral process. These, I believe, it falls in the category of the long-term reforms. These also include the review of the DPP and of the institution, new generation rights, the rights of nature, environment, ecological rights, the enshrinement of the values of peace, justice, and liberty, all of that, freedom of information, in my view, are complex constitutional questions affecting the very architecture of the state itself. And therefore, they would justify the serious consultation, the expert constitutional work, the comparative analysis, and the broad national participation. Une commission pour étudier sérieusement et en profondeur ces questions, tant mieux, Madame la Présidente. But other reforms do not justify years of endless consultation. Some reforms are already matured, widely discussed, and capable of parallel legislative implementation immediately. Those include the creation of the new Court of Appeal and a constitutional division of the Supreme Court, the stronger protections for fundamental rights, the strengthening of the constitutional right to privacy, the Senior Appointments Committee, Senior Official Appointments Committee, the disability protections and inclusions, the mandatory holding of local elections, and the reforms to the Public Appeal Bodies Tribunal. In my view, 3 to 6 months would be more than sufficient for the Commission to issue, albeit on an interim basis, a report on those. Madam Speaker, let me begin now with the judiciary. The government program states, at paragraph 58, a superior court of appeal, as recommended in Lord Mackay's report, will be established. However, when you read section 4K of this bill, it merely refers to the creation of a court of appeal within the Supreme Court. And there is a huge difference. This is not at all what Lord Mackay had proposed. He proposed a distinct, independent, institutionally separate Court of Appeal, with its own judges, its own staff. Why? To strengthen judicial independence, to reinforce public confidence in the judiciary, and to improve the quality and consistency of appellate decision. Lord Mackay himself observed that the present system, where judges frequently hear appeals against decisions of their colleagues within the same court structure, could create at least the perception that judges may, consciously or unconsciously, stand by each other. These are not my words. These are Lord Mackay's words. Therefore, Madam Speaker, government, whether it genuinely intends or not to implement Lord Mackay's recommendation, here what it is doing, it is bringing merely a diluted version of it, because the wording that has been chosen within as opposed to superior makes all the difference, Madam Speaker. As regards the proposed constitutional division, I fully agree, Madam Speaker, that it should ideally derive its authority directly communications, personal data, and digital privacy rights. But what is equally important and urgent for government, Madam Speaker, is to proceed in parallel, right now, with specific legislation regulating state surveillance, interception of communication, monitoring powers, and criminal sanctions, and that is the very important part, for misuse and abuse thereof. Most Commonwealth jurisdictions, Madam Speaker, already have such legislations in place,
I said last time, in the UK, the Investigatory Powers Act 2016. In other countries of the Commonwealth, small islands like Mauritius, Jamaica, Barbados, St. Lucia, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, you have the Interception and Communications Act. Mauritius should not lag decades behind, and now is more than ever important to do so. Madam Speaker, provisional charges. The daily abuse by investigative authority of the system of provisional charges, Madam Speaker, remains one of the greatest injustices affecting ordinary citizens of this country. The system of arrest first, investigate later, cannot continue indefinitely. There are reportedly, Madam Speaker, up to 205,000 ongoing inquiries by the police as at 30 June 2025, unresolved inquiries, according to the Director of Audit, many of whom have laid provisional charges upon accused parties who've seen their rights of movement restricted, travel bans, and mandatory reporting obligations to police stations being imposed upon them. Many persons, Madam Speaker, remain provisionally charged for years without resolution. I myself have a PQ on this issue coming next Tuesday, addressed to the Attorney General. The Police and Criminal Justice Bill, promised by this government, which has been collecting dust since 2012, can no longer sit in the AG's drawer. Madam Speaker, the electoral reform, one of the most sensitive constitutional issues. Ever since independence, successive governments have repeatedly promised deep electoral reforms. And I fully accept that broad consultation is necessary. The bill refers to political financing, anti-defection provisions, right to recall, strengthening of powers and independence of the Electoral Commissioner. It remains silent, however, on other central pillars of the reform. In his speech, the Honourable Prime Minister did refer to proportional representation and to the electoral reform, but those appear nowhere in the bill, Madam Speaker. And these matters are far too important to remain vague or merely implied. There is also other fundamental issues that needs to be taken, that of a fairer, more balanced and more equitable delimitation of constituencies in terms of geographical size and voter population. That issue has received very little attention so far, yet it is an essential component of any serious electoral reform. Madam Speaker, the DPP's independence. I appreciate the words of the Prime Minister on the role played by the leader of the PMSD in defending the independence of the office of the DPP. History cannot be rewritten, Madam Speaker. Sir Gaëtan Duval himself knew perhaps more than anyone else the dangers that arise when prosecutorial powers fall under the political influence and control of the government of the day. Who can forget, Madam Speaker, the events of 1989? Who can forget when Sir Gaëtan Duval was arrested and prosecuted for purely political motives? Who can forget how the prosecutorial machinery of the office of the DPP had become relentlessly focused upon securing his convictions at all costs for political ends? Madam Speaker, who can forget that the DPP at that time then became Attorney General? Madam Speaker, the Prime Minister may not know him himself, but the Commissioner of Police at that time and the person who had presided over the preliminary inquiry had later come to apologize in person to Sir Gaëtan for their roles in that sordid affairs. And those are the things that profoundly marked the PMSD and deeply reinforced our conviction as to the absolute necessity for prosecutorial independence. And years later, Xavier Duval, but not alone, and all the members of the PMSD, first time in the history of this country, all 12 ministers, MPs, and private parliamentary secretaries resigned in solidarity. All 12. I myself was Deputy Speaker, Madam Speaker, and I resigned because that is how we feel
about the independence of the DPP. And without the resignation of all 12, if it had been just a few of us, then it would have changed nothing to the sort of the DPP then and the DPP now, who would surely not have been in office to date. So that is what deprived government of its three-quarter majority, that collective resignation. Madam Speaker, why is that? Because whatever the flaws of an individual DPP, as a human being, and we are all flawed, it is infinitely preferable, Madam Speaker, to have an independent DPP than one operating under the whims, pressures, and caprices of government. Madam Speaker, I will. Please. The last point, and I conclude. Electoral College. The amendment has been circulated by the Prime Minister. Madam Speaker, I think that I fail to see, Madam Speaker, how the appointment of the President through an Electoral College would derive greater legitimacy than direct acceptance by the electorate itself. Parties should instead, Madam Speaker, be compelled prior to election day to disclose the names of the persons proposed to occupy the offices of President, Prime Minister, Deputy Prime Minister, and perhaps also the Minister of Finance. That, in my respectful opinion, would be far more democratic and transparent. Madam Speaker, to conclude, there are many issues to talk on, flaws of this bill. There is no quorum, no qualification criteria, no voting mechanism, no true independence stated expressly from government. But be that as it may, time is of the essence. Like this Commission's work, I do not doubt government's good intention in bringing forward this bill. But, Madam Speaker, good intentions alone do not produce constitutional reforms. Implementation does. That is why I reiterate my proposals that the bill be amended now to impose a strict deadline of 18 months. First of all, to come with a final report, to require interim and the final report to be made public, Okay. Duty on the President to make the report public, for the report to be laid on the table of the National Assembly and be subject of debate by this House. For clarity of Section 4K in relation to the superiority and independence of the Court of Appeal, as well as what I said, express provision for the reform of our electoral system. This Commission, Madam Speaker, to conclude, and I thank you, cannot become a shield. Especially as you can give your amendments later. Yes. This Commission, Madam Speaker, cannot become a shield behind which government hides if it ultimately fails to deliver upon the clear and unequivocal promises of constitutional and electoral reform made in 2024. They gave this government a mandate to deliver, and that is ultimately with what this government will be judged upon. Okay. Thank you, Madam Speaker. Yes, Honourable Junior Minister Parapan. I'm trying to be as lenient as I can to everyone. I'm noting the time. Madame la Présidente, l'honorable Rametoria se demandait pourquoi il y a autant de négativité dans le pays. Et après avoir écouté l'intervention du Chief Whip, je crois qu'on comprend pourquoi. Non, pas Chief Whip. Ah, du Whip de l'opposition. Du Whip de l'opposition. Mes excuses. M'excuse. Parce que le seul truc positif qu'il a retenu de l'intervention du Premier ministre, c'est quand le Premier ministre a félicité son parti et son papa. Et moi aussi. Donc, autant dire que ce fut un discours assez égocentrique. Madame la Présidente, notre Constitution n'est pas figée depuis 1968. Elle a été amendée à de maintes reprises depuis l'avènement d'une île Maurice indépendante. Parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes raisons. Parmi les avancées notables, on note l'âge
du vote qui passe de 21 ans à 18 ans en 1975, l'accession au statut de république en 1992, l'autonomie de Rodrigue, comme l'a mentionné l'honorable Etoiria en 2001, ou encore le mini-amendement constitutionnel de 2014. Et parmi les moins bonnes, on retrouve le renvoi des élections générales de 1972, ou encore l'amendement de 2002 qui permet de détenir un citoyen pour 36 heures incommunicado en relation avec la Prevention of Terrorism Act. Amendement qui avait d'ailleurs précipité la démission du président et du vice-président d'alors. Loin de moi, Madame la Présidente, la prétention de réécrire l'histoire, c'est uniquement une piqûre de rappel des événements qui ont marqué l'histoire de notre pays à travers des amendements à notre Constitution. Ce qui ressort principalement de ces amendements passés, c'est qu'ils ont été introduits de manière chirurgicale, au gré de conjonctures politiques, géopolitiques ou juridiques spécifiques. Et c'est en cela que le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui, le Constitutional Review Commission Bill, a le potentiel de rompre avec les amendements constitutionnels chirurgicaux du passé. Pour la première fois de notre jeune histoire, nous ouvrons la porte à une refonte élargie, structurelle et moderne de notre Constitution. Dans son intervention sur le Constitutional Review Commission Bill mardi dernier, le leader de l'opposition a dit, et je cite, « Je suis contre le fait que le gouvernement et les partis de l'alliance gouvernementale imposent les propositions dans ce projet de loi à la commission qui va être mise sur pied. Je m'oppose à un processus qui commence à l'envers, qui impose un agenda au lieu d'écouter le peuple. » Fin de citation. Madame la Présidente, l'honorable leader de l'opposition se trompe, comme souvent, sur toute la ligne. On pourrait même dire qu'il nage en plein délire. Les termes de référence de cette commission n'ont pas été élaborés dans des salles fermées par des technocrates, contrairement à ce qu'il affirme. Elles ne sont certainement pas non plus le fruit d'un plat concocté par la cuisine d'un État parallèle, loin des yeux de la population. Non, Madame la Présidente, les termes de référence de cette commission reposent sur une validation populaire. Elles émanent d'un engagement de l'Alliance du changement pris pendant la campagne électorale de 2024. Les 18 propositions qui vont être examinées par le Constitutional Review Commission Bill, une fois que la loi est votée, ces 18 propositions figuraient toutes dans le programme électoral de l'Alliance et elles ont été plébiscitées massivement par l'électorat en novembre 2024. Madame la Présidente, pour nous, les papillons de résistance et qu'alternative, ce projet de loi revêt une importance capitale. Ce n'est pas un projet de loi comme les autres. Il incarne dans bien de façons l'ADN et la raison d'être de mon parti politique. Le 10 octobre 2024, l'accord électoral entre Résistance et qu'alternative et les autres membres de l'Alliance du changement, notamment le Parti travailliste, le MMM et les Nouveaux démocrates, a été officiellement signé au Hennessy Park à Eben par les leaders respectifs de l'Alliance. Cet accord électoral reposait sur 12 points et il avait été conclu après plusieurs semaines
de négociation. Séance de négociation où le sujet principal de discussion était les grandes réformes systémiques à apporter en cas de victoire. Cet accord, je l'ai entre les mains, enfin j'ai une copie entre les mains aujourd'hui, et avec votre permission, je voudrais lire le préambule du point 2 de l'accord qui s'intitule « Le changement du système politique pour une République de Maurice 2.0 ». Les 4 parties en discussion sont d'accord qu'un changement de gouvernement seul n'est pas suffisant. Ce changement se doit d'être accompagné d'une politique de transition visant la transformation structurelle de fond de la politique et de l'administration de la vie publique au sein de la République pour un meilleur vivre ensemble au sein de la société. Ces propositions de changement systémique visent à donner plus de pouvoir au peuple afin qu'il soit en capacité de mieux défendre ses droits et aussi ceux de la nature en y étant le garant. Sur les 18 propositions qui vont être examinées par la Commission, la moitié proviennent de l'accord électoral signé entre Résistance et Alternative et les autres partenaires du changement. Alors que pour certains, ces propositions sont accueillies comme de beaux slogans progressistes, pour les activistes de Résistance et Alternative et pour les milliers de citoyens engagés qui se sont impliqués dans de nombreux combats citoyens sur les dernières années, les propositions qui vont être évaluées par la Commission représentent beaucoup plus que de simples slogans. Elles représentent le fruit de plusieurs combats. Derrière chacune des propositions, il y a un vécu, une mise en mouvement, une prise de conscience et malheureusement souvent un sentiment d'injustice qui prévaut, voire même un sentiment d'impuissance. Prenons la proposition de Public Interest Litigation. En 2019, 3 membres de Résistance et Alternative saisissent le Environmental and Land Use Appeal Tribunal pour contester l'octroi d'une EIA license à un groupe hôtelier à Les Salines, Rivière-Noire. Le projet allait empiéter sur les wetlands 76, un wetlands de catégorie 4, un trésor naturel vivant. Eh bien, figurez-vous que 7 années plus tard, la question de notre droit d'agir n'est toujours pas tranchée. Après que le tribunal de l'environnement ait initialement mis de côté notre action en justice par manque du fameux locus standi, la Cour suprême a renversé ce jugement et nous revoilà donc devant le tribunal de l'environnement 7 années après, attendant toujours que le cas soit pris sur les merits. Madame la Présidente, nous avons hérité en 1968 d'une constitution qui favorise outrancièrement les possédants terriens et les puissants d'alors. Comment pouvait-il en être autrement? Nous ne sommes certes plus une colonie depuis 1968, mais à travers notre Constitution, l'esprit du colonialisme perdure toujours. En ce qu'il s'agit de la proposition d'introduire des class actions, permettez-moi de partager le cas de ces 1762 citoyens habitant principalement dans la région sud-est de l'île, des victimes directes de la marée noire qu'a engendré l'échouage du Wakashio. Lorsque ces citoyens ont tenté d'être partie prenante dans une action juridique mise par les intérêts japonais afin de limiter les réclamations,
leur demande a été déboutée en Cour suprême. Dans son jugement, le juge Kamsing conclut comme suit, et je cite, "In essence, since the applicants are solely relying on the basis of the affidavit of their attorney at law, who is acting in his capacity as mandataire ad litem, their interests are barely sufficient, and they are, in effect, entering a class action or a public interest litigation, which is a procedure unknown to our legal system." Voilà encore notre exemple probant de l'incapacité de nos cours de justice de statuer sur des cas où des crimes réels ont été commis. À la question de savoir si ces 1762 citoyens pourront un jour être dédommagés, il faudra attendre. Faute de choix, l'affaire va être maintenant portée devant la justice japonaise qui reconnaît, elle, les class actions. Mais il semble anormal qu'il faille demander à la justice japonaise de statuer sur un crime commis sur le territoire mauricien. Madam Speaker, the bill has the potential to revolutionize our society. Its scope is far-reaching and can be split into three core categories. Firstly, rights expansion. Secondly, institutional and judicial restructuring. And thirdly, political integrity. Enshrining rights to the environment, technology, health, and education moves Mauritius from a framework of purely negative rights to positive rights. The 1968 Constitution is a classic first-generation document. It focuses primarily on negative liberties, what the state cannot do to its citizens, prohibiting the state from arbitrarily arresting you, censoring you, or seizing your property. The proposed amendments under Section 41A introduce new generation rights. This alters the social contract entirely. Citizens are no longer just individuals whom the state must leave alone. They become stakeholders who have a constitutional right to demand state action on environmental health, digital privacy, and equitable public services. It also redefines the concept of who hold rights. For the last 58 years, Mauritian law has viewed the environment through an anthropocentric lens. Nature is property to be managed or exploited by humans. Granting nature its own constitutional rights shifts the nation's legal foundations from an ego-driven model to an eco-driven model. It places Mauritius on the absolute frontier of global constitutional innovation. The bill also proposes to rewire the power mechanics. To use an IT analogy, a true version upgrade fixes the design flaws of the original software. The 1968 Constitution left several loopholes that allowed for the centralization of political power. The bill targets some of these vulnerabilities by recommending a senior officials appointment committee. It dilutes, yes, it dilutes the Prime Minister's absolute discretion over the appointment of heads of crucial public institutions, and that is a very welcome move. Also, by considering new provisions for anti-defection, political financing transparency, and the groundbreaking right to recall, it could usher a new era for the political class to not treat the 5-year mandate as a blank check given by the electorate, and it significantly alters the accountability of the political class. Madam Speaker, on Sunday, 10th March 2012, more than 14 years ago,
on the eve of the 44th celebration of independence of Mauritius and the 20th year anniversary of our republic, a march was held in the streets of Port Louis. It was called La Marche d'Isthmos vers une nouvelle république. Hundreds of citizens rallied and took to the streets to demand constitutional change. This march was initiated by the following organizations: Résistance et Alternative, Bloc 104, MAAU 2025, Awake from the University of Mauritius, the General Workers' Federation, Syndicat des Pêcheurs, and the Center for Alternative Research and Studies. Ce jour-là, Madame la Présidente, nous avons marché pour une nouvelle République et une nouvelle Constitution basée sur 5 principes fondamentaux. 1. Le non-communalisme. 2. Le respect des droits de l'homme pour tout le monde. 3. La démocratie participative. 4. Une justice économique et sociale. Et 5. Le respect et l'harmonie avec la nature et l'écologie. Ces 5 principes sont aujourd'hui les valeurs officielles de Résistance et Alternative. Madame la Présidente, la roue de l'histoire n'est pas figée non plus. Elle tourne inexorablement, même si parfois on voudrait que cela aille plus vite. En fouillant dans les archives aux petites heures ce matin, je suis tombé sur la photo d'une pancarte que j'avais fabriquée à l'occasion de la marche d'Isthmos vers une nouvelle république en 2012. Je m'étais inspiré de ces quelques mots prononcés par le révérend Martin Luther King en 1963, mais j'avais pris la peine de collectiviser son message. La pancarte lisait donc « We have a dream ». Et d'ailleurs, j'ai une copie avec moi ici. Et cette pancarte que j'avais laissée traîner dans les bureaux de la GWF à Port-Louis fut accrochée au devant du véhicule qui ouvrait la marche vers une nouvelle république. Yes, back in 2012, we had a dream. And today, I am proud to say that this dream for a new constitution and a second Republic of Mauritius is still very much alive. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, we will break for half an hour.